Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 72, 72 si vous préférez, oui. Ça va, on va le faire pendant quelques semaines d'affilée, le 70, hein. Après ça devra aller à 80 et puis ça va revenir à 90. Donc habituez-vous parce que vous allez être coincé un petit moment avec. Donc, première chose des news de la chaîne, la partie 5 du water cooling, du projet water cooling est sorti. Je pense que vous avez dû le voir. Je pense d'ailleurs que j'en parlerai un petit peu sur la chaîne principale pour que les gens sachent, peut-être. Parce que comme on a eu une mini pause un petit peu sur la chaîne, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont zappé ou autre chose. Et puis avec l'algorithme YouTube aussi qui aime bien cacher les choses qui du coup ne sont pas, on va dire, populaires ou je ne sais quoi. C'est pas très étonnant. Mais bon, du coup, merci à tous pour les retours et tout ça. Il y a eu pas mal de retours. On aura aussi du coup, il y a eu aussi pas mal de retours sur la pub. Donc ça, c'est quelque chose que compte faire plus. Donc ça s'appelle des pré-rolls. C'est comme sur YouTube. En fait, YouTube a différents types de pubs. Il y a les pré-rolls, les mid-rolls et les end-rolls, je crois. Je ne sais même plus. Donc pré-roll, c'est avant la vidéo. Mid-roll, c'est pendant la vidéo. Et puis end-roll, c'est à la fin de la vidéo. Du coup, là, c'est moi qui contrôle moi-même, contrairement à YouTube qui met ce qu'il veut. Donc là, vous avez dû voir cette pub-là. J'essaye d'avoir des marques respectables aussi et tout ça, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et à voir avec justement chaque marque. Mais moi, ça permet d'avoir quelque chose de parfaitement contrôlé. Ça permet aussi d'avoir quelque chose qui rapporte beaucoup plus, donc ça permet d'intégrer moins de pubs, parce que la stratégie YouTube, c'est spammer des pubs, ok? Alors que ça, c'est plutôt genre, on peut faire une pub de 30 secondes, c'est tout. Limite, on peut même faire une pub de 30 secondes, une vidéo sur deux ou autre chose. Ça suffit là amplement. Alors que YouTube, c'est genre, il faut que je spamme de pub. Donc ouais, ça c'est vraiment un avantage. Du coup, l'argent que je gagne via ces pubs et tout ça, il va avoir une autre vidéo sponsorisée, je le rappelle. Ça va aller dans l'achat de quelque chose. J'en parlerai un petit peu après. Mais enfin, j'ai déjà fait l'achat. Donc maintenant, c'est en train de rembourser cet achat en quelque sorte. J'attends la livraison. Et ça devrait améliorer la qualité des vidéos, très clairement. Et j'en suis très content parce que c'est justement un des points qui... J'étais un peu limité. Donc vous en verrez plus et surtout vous le verrez dans les vidéos dans l'avenir, je suppose. Du coup, ça, c'est à peu près tout à ce niveau-là. Du coup, la partie 6 du water cooling sortira aussi prochainement. Il n'y aura pas de pub dessus, custom ou autre chose, je tiens à le préciser, il y aura juste les pubs YouTube. Et donc, c'est déjà tourné, ma barbe va repousser comme par magie, un peu comme la partie 5, ne soyez pas étonnés. J'avais tourné un petit peu à l'avance, donc ouais. J'ai aussi une vidéo sur un autre produit plutôt intéressant qui devrait sortir. Et aussi, comme j'ai dit, l'autre vidéo sponsorisée que je trouve plutôt intéressante parce qu'elle était assez libre. C'était pas une vidéo sponsorisée genre parle de ce truc sponsorisé. Non, c'était plutôt genre hey, parle de ce sujet et puis aussi présente ce truc sponsorisé en même temps. Ce qui était, c'est des pubs, moi, enfin, des façons de faire des contenus sponsorisés que je trouve beaucoup plus intéressants. C'est genre vraiment, il laisse la liberté en fait qu'on parle de ce qu'on veut. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc ça, c'est génial. Donc, c'est à peu près tout pour les news de la semaine. Passons maintenant aux news des news de la chaîne de la semaine. Passons aux news de la semaine. Première news, c'est au niveau de Monsieur Musk, notre petit Musk. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, v'là quelque temps, Musk avait fait une petite bourde. Il avait tweeté comme quoi il rendre certainement, enfin, il y avait des probabilités que Tesla passe privé. Donc Tesla, si vous ne savez pas, c'est la compagnie d'Elon Musk. Il est là d'ailleurs un des actionnaires pratiquement majoritaires. Et du coup, c'est une compagnie publique. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des actions de Tesla maintenant, si vous voulez. Et du coup, ils voulaient le passer en privé. Une compagnie privée, elle, peut avoir toujours des actions, mais c'est privé. Donc, c'est-à-dire que les gens qui achètent des actions, c'est selon le conseil, justement, enfin, selon les gens qui ont déjà des actions, ils regardent s'ils peuvent émettre d'autres actions, et c'est tout en privé. Du coup, ils veulent passer Tesla en privé pour simplement éviter les fluctuations du marché, parce que vous avez dû le voir, vu les dernières actualités, parce que notre petit Elon Musk a plutôt été actif d'un point de vue chose qu'il n'aurait pas dû faire, et du coup, ça a pas mal fait fluctuer l'action Tesla, pas forcément dans le positif non plus, enfin de façon positive. Et donc, il voulait justement... Il avait montré un peu ses intentions de passer en privé. Le truc, c'est qu'il l'a fait sur Twitter. Enfin, il a annoncé sur Twitter que hey, on va peut-être passer en privé quand Tesla atteindra 420 $ l'action. Le problème, c'est que, du coup,
quand ce tweet est parti, l'action a explosé, enfin, elle a monté parce que les gens étaient en mode, waouh, ça va devenir privé, il faut acheter une action maintenant, en plus c'est une compagnie qui marche bien, tout ça, passer en privé est beaucoup plus stable pour Tesla, enfin, les gens étaient vraiment hypés. Et donc, vous devez bien vous en douter, ça ressemble un petit peu à de la manipulation d'actions, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, il a été condamné par, je ne sais plus, c'est le SEC, voilà, c'est la Security and Exchange Commission. Donc, c'est une commission aux États-Unis qui, en gros, essaye surtout de protéger les actionnaires, les actionnaires de toutes les sociétés. Et du coup, ils ont considéré qu'il y avait fraude à cause de ces tweets. Et donc, Musk a finalement accepté un deal avec eux. Ça devait normalement passer, évidemment, devant une cour de justice, mais il a accepté un deal qui, vous allez le voir, peut paraître un peu cher, mais est plus logique. Donc, première partie du deal, c'est qu'il doit payer 20 millions de pénalités. Voilà, ça c'est déjà pas mal. 20 millions, $8. Ensuite, il doit renoncer à son poste de chairman du conseil des érudits. Non, du conseil d'administration de Tesla. Donc, en gros, tous les actionnaires, ça forme un conseil en quelque sorte, surtout les gros actionnaires en réalité, hein. Si vous avez juste acheté une action, vous n'allez pas être sur le conseil, mais le conseil, c'est en gros tous les gros actionnaires, et le président de ce conseil, c'est la personne qui a été choisie, ou en tout cas il me semble que c'est en tout cas la personne avec peut-être le plus d'actions en tout cas, qui encore en gros dirige ce conseil. Du coup, le truc c'est qu'Elon Musk a toujours la plupart des actions, enfin a toujours pas mal d'actions dans Tesla, donc il est toujours... il me semble même majoritaire en réalité, donc c'est pas un problème vraiment pour lui de ne plus être, on va dire, le chairman. Et il est toujours CEO. Donc CEO, c'est le dirigeant de la compagnie. Donc il y a différents niveaux, vous voyez. Donc une compagnie publique qui a des actions publiques, vous avez les actionnaires qui sont carrément les propriétaires. Vous avez le chef de ces actionnaires en quelque sorte qui permet un peu de diriger les choses. Et puis vous avez le CEO qui dirige la société. Lui, il s'en fout de... Il ne la possède pas vraiment. Des fois, ils ont souvent des actions dedans, évidemment, mais il ne la possède pas vraiment et il fait juste la diriger. Du coup, il a toujours son poste de direction et il a toujours une majorité des actions. Donc, ça va pas énormément changer, mais évidemment, une telle décision de justice, ça fait descendre encore plus l'action Tesla. On verra surtout le résultat justement aujourd'hui, à la sortie de la vidéo. Moi, je la tourne à dimanche, donc on verra quand les bourses vont ouvrir lundi matin. À mon avis, ça va chuter, ça va être plutôt violent, mais ça devrait remonter en partie parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont être en mode « Oh, ça peut pas être pire, achetons une action maintenant pendant qu'elle est pas chère. » Surtout que d'un point de vue du reste, Tesla s'en sort pas trop mal. Ils ont beaucoup moins de problèmes de production sur le modèle 3, ils en vendent de plus en plus. Donc, d'un point de vue de ce qu'ils font vraiment, ça a l'air d'aller. La seule, on va dire, truc qu'on se demande, c'est est-ce que Musk va un petit peu se calmer? Parce que soyons honnêtes, hein, il en a fait des choses plutôt... il a fait pas mal de mauvaises PR et je pense qu'il devrait peut-être se déconnecter d'Internet de temps en temps, surtout quand il commence à s'énerver, ou peut-être avoir une personne qui tweet à sa place, comme ça c'est toujours contrôlé. Parce que je vous jure que des fois il devrait réfléchir avant d'agir, parce qu'il a fait quelques trucs vraiment... Alors il y a eu des trucs un peu stupides, il y a un moment où il a fumé justement de la marijuana pendant un live où c'était une interview, l'action a pris... a descendu un peu. Là, je trouvais ça stupide. Enfin, c'était assez stupide. Enfin, je suis désolé. Peu importe vos vues sur la drogue ou autre chose, c'est pas parce que il a juste... Et c'est même pas genre, oh, il fume de la marijuana. Sinon, juste, il a essayé pendant un live une interview. Donc, c'est un peu stupide. Par contre, il y a un autre truc qui est arrivé récemment, et j'en avais, il me semble, parlé, c'est qu'il a accusé une personne d'être pédophile, une des personnes qui a aidé à la rescousse des enfants qui étaient coincés dans une caverne, je vous rappelle. Et du coup, ben c'est plutôt mauvais pour lui. Il y a même une action en justice qui est en cours. Donc ouais. Dans tous les cas, c'était pour surtout parler du fait de l'influence, selon moi, comme je dis, de Texama Show, on parle de technologie, et c'est surtout de l'influence de certaines technologies, notamment les réseaux sociaux, des fois dans votre vie. Donc oui, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, surtout si vous cherchez un emploi ou autre chose. Vos employeurs, vos futurs employeurs peuvent regarder, surtout si vous avez mis à votre nom, votre Facebook, autre chose, ils peuvent regarder ce que vous avez posté en ligne. Et croyez-moi, il y en a qui se sont fait avoir plus d'une fois. Et donc, ouais, faites attention, soyez raisonnable.
avant de vous engager quelque part, allez supprimer tous les tweets qui pourraient être compromettants, et ça devrait être bon, et ne faites pas comme Elon. Ensuite, une petite news au niveau du Huawei Mate 20 Pro, qui commence à surgir un petit peu. Donc, le Huawei Mate remplace le Mate 10, qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Alors, je tiens à préciser aussi que j'avais fait une vidéo sponsorisée pour Huawei, il y a quelques temps sur ma chaîne principale. Donc, je tiens à le préciser. Je parle vraiment d'un point de vue actualité ici. C'est pas parce que Huawei avait sponsorisé une vidéo que j'en parle. Vous avez dû le voir ces derniers temps. Je parle toujours des derniers gros flagships niveau téléphone qui sort, que ce soit Apple, Samsung, LG, tout ça, même si LG est un petit peu à la traîne. Donc ouais, je tiens à le préciser par souci de clarté. Du coup, Notch, téléphone qui ressemble assez bien à un Galaxy S8, on va être honnête, à part le fait qu'il a une notch. Donc si vous êtes toujours demandé à quoi ressemblerait un Galaxy S8 avec une notch, voilà votre réponse certainement. Et aussi, évidemment, le triple caméra qu'on avait pu voir sur le Huawei P20. Oui, c'était le P20 Pro, oui. Qui est encore un autre. Oui, ils ont des noms qui se ressemblent un peu. C'est un peu contre-productif, on va dire. Donc, le triple capteur qui est organisé différemment, comme vous pouvez voir. Plutôt intéressant. Et aussi, une chose intéressante que vous voyez. Donc, déjà, 3 caméras. Ça, c'est le flash. Et aussi... Hey, où est le lecteur d'empreintes? Est-ce que c'est comme l'iPhone X qui a juste Face ID, enfin leur propre Face ID? Non, non, non. Alors vous avez toujours, il me semble, le Face ID, quoi qu'il arrive, enfin, le pseudo Face ID Huawei, qui apparemment marche plus vite même que le Face ID Apple. Mais surtout, vous avez un capteur d'empreinte quelque part ici en dessous de l'écran. Donc ça, c'est un des premiers, selon moi, vrais téléphones d'une grosse marque qui sort avec un lecteur d'empreinte sous l'écran. Évidemment, Oppo, qui a commencé un petit peu cette technologie, a sorti quelques téléphones avec cette technologie-là, mais c'est juste que Oppo n'est pas trop vendu dans nos contrées, donc pour moi, ça ne compte pas vraiment. Là on parle vraiment d'une assez grosse marque. Hein. Huawei est passé 3e au niveau mondial, donc ouais, ça veut dire que la technologie déjà devient assez mature si un aussi gros constructeur l'utilise. Donc, les rumeurs comme quoi le Galaxy S10 pourra en avoir un sont à peu près, à mon avis, fondées, parce que c'est pratiquement sûr qu'il en aura un. Et aussi, ça va permettre aussi d'améliorer la technologie, parce que plus c'est fabriqué, plus ça s'améliore. Et là, vu que, à mon avis, Huawei va vendre plusieurs millions de ces téléphones, ça va permettre à la technologie de devenir beaucoup plus performante, beaucoup plus mature. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que c'est, selon moi, une très bonne technologie. Autre chose qui sont plutôt intéressantes, donc il utilise le nouveau Kirin 980 qui est gravé en 7 nanomètres. Donc c'est la même gravure que le dernier A12 de Apple, le Bionic Chip ou je ne sais quoi, peu importe le nom complètement ridicule. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que meilleure consommation, meilleure performance, tout est meilleur avec une gravure beaucoup plus fine. Et c'est une bonne chose pour un téléphone qui est très limité justement à ce niveau-là. Mais pour autant, malgré le fait qu'il soit descendu en gravure, et que du coup ça va améliorer la durée de vie de la batterie, ils en ont profité aussi pour caser une batterie énorme. Je sais pas où ils le mettent, mais elle est de 4200 mAh. 4200, je sais pas si vous vous rendez compte. 4200. Donc vous voyez la Galaxy Note 9 qui avait 4000, les gens étaient en mode wow. Non, 4200. Bon, il y a des téléphones qui ont plus en réalité. Il me semble que le téléphone que j'ai vu le plus c'était 5000. Vous avez aussi genre les iPads ou autre chose qui peuvent monter assez haut niveau batterie, ce qui est assez étonnant de la part d'Apple quand on y pense. Mais ouais, c'est une très grosse batterie. Je pense que c'est la plus grosse batterie qu'on a jamais vue vraiment dans un gros téléphone. Vous voyez, pas un téléphone un peu particulier, vraiment un gros téléphone. Donc ouais, moi je suis pour totalement. C'est une bonne chose. Ça va largement améliorer la durée de vie de la batterie, en plus du processeur. Il a aussi un écran du coup de 6,3 pouces OLED avec une résolution de 3120 pixels sur 1440. Donc c'est comme le P20 Pro d'ailleurs, apparemment. Enfin, plus ou moins à peu près. Il n'a pas de jack. Voilà. Vous savez ce que j'en pense. Donc personnellement, je sais que tout le monde ne l'utilise pas, mais c'est toujours bien d'avoir un jack. Et bon, encore là ils ont, enfin, je veux dire, ils ont mis une batterie de 4200 mAh, on peut en partie les excuser, vous voyez. Mais selon moi, si Samsung peut mettre un stylet, une batterie de 4000 mAh dans un téléphone et garder le jack, tout le monde peut le faire, ok. Je suis désolé, il y a un moment, il faut arrêter un petit peu. Donc, ouais, bref. Ce sera certainement un très bon téléphone.
Surtout, moi, je suis curieux des performances du Kirin 980, justement, avec cette meilleure gravure. Et il devrait sortir d'ici le 16 octobre. Donc voilà. Prochaine news au niveau de Microsoft qui va tuer Skype. Non, pas Skype de manière générale. Ils vont tuer l'ancien client Skype. Oui. Donc là, il y a des gens qui vont, personnellement comme moi, être un petit peu mécontents. Donc le client Skype, si vous ne savez pas, existe en deux versions. Vous avez Skype, juste que vous pouvez installer comme ça sur un PC, et vous avez Skype que vous avez sur le Microsoft Store. Donc le client Microsoft Store, évidemment, c'est celui que Microsoft veut que tout le monde utilise, évidemment, parce qu'il est mieux intégré à Windows, il est plus facile à vous espionner et tout ça, fonctionner, j'ai envie de dire, et donc c'est génial. Mais du coup, la plupart des gens continuent d'utiliser l'ancien client Skype, qui est d'ailleurs mis à jour assez bien. Genre, la dernière mise à jour était quand même assez grosse et tout ça. Ils ont même rajouté un thème sombre et tout ça. Donc, je suis un peu étonné de voir cette news arriver, mais c'était quand même quelque chose qu'on pouvait se dire, ça va finir par arriver. Parce que développer deux clients Skype en même temps, c'est pas trop ça. Donc, ouais. Du coup, cette version va disparaître. Il faudra avoir la nouvelle version de Skype justement. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu, mais ils ont une version macOS X Linux, iOS 1 Android qui marche. Apparemment, c'est la même version qui assure le Microsoft Store. Et donc, ouais, la version Windows 32, donc que vous pouvez installer sur Windows 7 ou autre chose, ne marchera plus. Alors, marchera plus. Je sais pas s'ils vont la désactiver d'un coup, genre dire, hey, Skype marche plus, allez télécharger la nouvelle version. Mais une chose est sûre, pour ceux qui seraient sur Windows 7 ou autre chose, ça va être un petit peu embêtant, mais c'est justement une news qui permet... Vous avez vu cette transition de passer à cette news ici. Et cette news concerne Windows 10 qui vient de passer 700 millions. Oui, 700 millions de devices, donc 700 millions d'appareils utilisent Windows. Bon, c'est largement en dessous de Java, hein, parce que 3 milliards de trucs utilisent Java, hein, depuis d'ailleurs 10 ans. C'est d'ailleurs très étonnant que ça n'ait pas changé, mais bon. Et on n'est plus très loin des 1 milliard. D'ailleurs, du coup, 1 milliard serait vraiment, il me semble, ça dépasserait leur record, si je m'abuse. Pour information, ils avaient mis les pourcentages, il faut que je les retrouve, voilà. Donc, 43% des gens qui utilisent Windows sont sur Windows 10, ou alors tout... Ah non, ça c'est le... Voilà. Je recherche le chiffre. Ah ok, voilà. 48% sur Windows 10, 39% sur Windows 7, et puis les autres pourcentages c'est Vista, XP, et d'autres trucs que vous utilisez. Windows 8 aussi, c'est valide, qui du coup traîne encore un petit peu. Du coup, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que Windows a quand même bien réussi son pari, hein. La migration s'est plutôt bien passée, ce qui est une bonne chose pour eux, évidemment. Après, évidemment, ça a aidé parce qu'ils ont rendu, si vous vous souvenez, Windows 10 gratuit pendant pas mal de temps. Il y a même, il me semble, encore des techniques qui marchent pour l'avoir gratuitement, ce qui est assez abusé. Et aussi, il y a... J'en parle pas vraiment, je dis pas où vous pouvez trouver ça, mais on peut trouver des clés Windows 10 très facilement pour des prix dérisoires, vraiment dérisoires. Et ça se demandait franchement, parce que avec Windows 7, évidemment, il y en avait de temps en temps, ce genre de choses, mais là, avec Windows 10, c'est facile. C'est vraiment facile de les trouver, genre, vraiment facile. Et je me demande si c'est pas Microsoft qui fait exprès. Parce qu'ils se disent, hey, de toute façon, on a donné Windows 10 gratuit à plein de gens, donc pourquoi on le donnerait pas pour une somme dérisoire, de manière dérivée? Parce que il faut savoir un truc. Si vous avez un produit, imaginez j'ai un produit, j'ai ce truc pour mettre une tablette dessus, ok? Ben, si je le vends 10 €, il y a un certain pourcentage de la population qui pourra l'acheter. Mais il y a des gens qui ne pourront pas l'acheter parce que ce sera juste trop pour eux. Du coup, bien souvent, ce que font certaines compagnies, s'ils peuvent, ce qu'ils font, c'est que dans les pays où les gens ont moins de moyens, ou alors où les gens sont moins intéressés par un produit, parce que, évidemment, chaque pays a un peu ses préférences, eh bien, ils vont mettre le prix moins cher, ou plus cher, justement, si le produit est très populaire dans un pays. Et avec les logiciels, évidemment, par exemple les jeux vidéo, c'est encore plus vrai. Genre, si vous achetez des jeux en Russie, ils coûtent rien, parce que les Russes n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc, là, avec Windows, je me demande vraiment si des fois, ils ne seraient pas en mode, ok, on met le prix normal, on ne change pas le prix de Windows, on le laisse à 100 €, mais, on va dire de manière dérivée un petit peu, en faisant exprès, on permet à des clés de fuiter par-ci par-là pour beaucoup moins cher,
pour faire passer les gens sur Windows 10. C'est un peu une théorie du complot, mais honnêtement, ça m'étonnerait même pas que Microsoft fasse ça. Ou alors, ça m'étonnerait pas en tout cas qu'ils fassent exprès d'ignorer. Genre en mode, oh, on ne voit rien. Non, non, on ne voit rien. Parce qu'ils pourraient clairement arrêter ça s'ils le voulaient. Donc, ouais. Dans tous les cas, Windows 10 continue de progresser. La fin du support pour Windows 7, d'ailleurs, ce sera 2020. Ça devrait encore plus pousser les gens à switcher. Si vous n'avez pas encore switché, je pense que c'est pas un mauvais moment pour switcher. Windows 10 est vraiment stable maintenant. Évidemment, il y a tout ce qui est espionnage. Hein. Je vous rappelle que les gens sont un peu inquiets. Pour information, si vous avez la dernière version de Windows 7 avec les mises à jour et tout ça, il y a aussi des trucs d'espionnage de Windows 10 qui sont dans Windows 7 de toute manière. Donc, ouais, le seul truc qui m'embête, et je l'ai encore fait récemment, j'ai réinstallé Windows récemment sur justement le second PC que j'ai, et j'étais, mais vraiment étonné du nombre d'applications. Et même, j'ai fait une mise à jour aussi. Ah non, mais ça aussi, je me souviens. Quand vous faites une des grosses mises à jour Windows 10, il remet des applications. Genre, il remet des jeux, genre Candy, machin Crush, machin chouette chose. Il remet plein de jeux qui servent à rien. Et je suis en mode, Microsoft, combien vous gagnez avec ça? Juste, combien ils vous payent pour ça? Parce que, selon moi, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Vous énervez les gens à un point inimaginable avec cette connerie. Donc ouais, arrêtez, par pitié. Autre news, c'est... Alors, niveau un peu photographie, je me suis pas mal renseigné ces derniers temps, vu que je cherchais tout simplement, et je l'avais annoncé en début de vidéo, je cherchais à acheter un nouvel appareil. Alors, du coup, je me suis pas mal renseigné, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de news au niveau des caméras mirrorless full frame. Donc, alors, en gros, on fait une petite histoire rapide. Les vraies bonnes caméras que vous voyez souvent que les professionnels ont, c'est des DSLR. Et en gros, c'est des grosses caméras qui sont maintenant digitales, hein, clairement. Il y a un capteur digital derrière. Mais en gros, ça utilise encore des vieilles technologies qui marchent très bien. Et notamment, une technologie qui fait que vous avez un miroir devant le capteur. Ok. Donc, comme ça, quand vous prenez une photo, ce miroir reflète en fait la lumière qui vient de l'objectif pour que quand vous regardez dans le viewfinder, donc c'est le petit truc que vous pouvez regarder dans l'appareil photo, hein, vous voyez, juste pour regarder, pour prendre la photo, mais vous voyez vraiment ce qui vient de l'objectif. Vraiment, vous voyez parfaitement ce qui vient de l'objectif et tout ça, et vous pouvez voir en direct, live, ce qui se passe. Ça marche très bien, mais ça prend de la place, le miroir, c'est un énorme truc mécanique aussi, donc c'est complexe à designer correctement, et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Du coup, un marché qui a explosé ces dernières années et qui a commencé avec notamment Sony, c'est le marché des full frame. Donc les full frame, c'est les capteurs, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, des capteurs très très grands qui sont les mêmes que dans les DSLR, mais sans le miroir devant. Et du coup, comment les gens voient justement quand ils prennent une photo? En fait, ils ont un écran au-dessus, un mini écran OLED très petit qui donne une vue en direct de ce que le capteur voit. Donc c'est une autre façon de faire. Par contre, ça permet d'avoir une caméra beaucoup plus petite, qui du coup a beaucoup moins de pièces aussi qui bougent, ce qui est en général peut-être mieux pour la durabilité à long terme, même si évidemment il y a toujours des pièces très importantes, notamment le capteur de photo qui est celui qui va le prendre le plus en général. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment le meilleur un peu des deux mondes, genre une petite caméra mais qui a des très bonnes performances. Et donc, Sony était un petit peu seul sur le marché à ce niveau-là. Il y avait évidemment d'autres full frame mirrorless, mais dans les grosses marques, il y avait pratiquement que Sony. Et récemment, nous avons Nikon, je pense, parce que Nikon, ça fait un peu bizarre. Nikon qui a sorti le Z7 et aussi le Z9, si je me souviens bien, qui sont du coup, qui est un full frame mirrorless. Et aussi Canon, récemment, là, à peine une semaine, a annoncé aussi le Canon EOS-R. Donc en gros, le Canon EOS-R, par exemple, c'est un 5D Mark IV, pour information, qui n'aurait plus son miroir, qui serait dans un boîtier un peu plus petit, et qui a une nouvelle monture pour les objectifs. Donc, c'est vraiment la guerre en ce moment. Il y a même Panasonic qui a annoncé, mais ils n'ont pas vraiment présenté, un nouveau appareil full frame aussi. C'est les Panasonic S1 et S1R qui devraient sortir l'année prochaine. Donc il y a vraiment énormément de concurrence sur le marché. Bon, évidemment, les mirrorless, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui aiment bien justement avoir les bons vieux appareils photo où vous voyez vraiment ce qui se passe et pas juste genre un écran.
même si ces écrans deviennent vraiment bons, hein, je peux vous le dire. Même sur le... je filme justement sur un Panasonic G7, et le Panasonic G7 est un... Alors, c'est pas un full frame, c'est un Micro Four Third. Les Micro Four Third, c'est un format plus petit, des capteurs plus petits, mais ça utilise aussi la même genre de technologie où il n'y a pas de miroir. C'est quand vous regardez dans l'objectif, enfin, quand vous regardez pour prendre une photo, à part si vous regardez l'écran, évidemment, vous voyez un mini-écran OLED qui vous permet de voir l'image. Donc ouais, cette technologie est vraiment très répandue, elle devient de plus en plus meilleure, franchement. Sur les vraiment bons appareils photo, vous aurez une qualité, franchement, vous ne verrez vraiment pas la différence par rapport à la vraie vie, à part si vous avez une vraiment bonne vue. Et du coup, ouais, je trouvais ça intéressant, vraiment ce nombre de trucs qui sortent en ce moment. Apparemment, vous pouvez acheter le Nikon Z7 pour 36 € sur la Fnac. Je pense que c'est une erreur de produit mal référencé, mais c'est pas grave. Donc ouais, plutôt intéressant. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai acheté un nouvel appareil. Vous devriez le voir dans quelques temps. Une chose est sûre, le marché a de plus en plus de concurrence. Il y a aussi un peu des polémiques, notamment au niveau de Canon et son EOS R, qui n'était pas aussi bien que les gens espéraient, genre même pas du tout aussi bien. Alors, c'est un très bon appareil photo, quoi qu'il arrive, mais il a des désavantages que les gens regardent en mode eh. Par exemple, quand vous filmez en 4K avec, il y a un crop, c'est-à-dire que c'est zoomé sur... quand vous filmez en 4K, il y a une sorte de zoom qui se fait en quelque sorte. Donc ça, c'est déjà un problème. Ensuite, comme il y a une nouvelle monture qui est peut-être géniale, il faut acheter un adaptateur pour mettre les anciens objectifs Canon, donc ça c'est un peu embêtant, ça augmente un petit peu le prix de l'appareil, hein, il ne faut pas le négliger. Il y a aussi le fait que il n'a pas forcément des fonctionnalités que les gens s'attendaient, il n'a pas de stabilisation intégrée à l'appareil, donc par exemple chez Nikon et Sony, le capteur que vous voyez là, il est monté sur un mécanisme qui le stabilise, donc quand vous bougez ou autre chose, le capteur bouge beaucoup moins. Chez Canon, il n'y en a pas. Il y en a dans les objectifs, mais il n'y en a pas dans l'appareil en tant que tel. Et ça, c'est un grand problème. C'est réellement un grand problème. Et c'est ça, plus ça, plus ça qui fait que les gens se regardent l'appareil et se disent, mais en fait, et il n'a pas aussi le 1080p 120 fps. Ça, c'est selon moi un gros problème. Parce que du coup, comme il ne fait pas forcément... Comme il n'est pas forcément le plus intéressant d'un point de vue vidéo, à part si vous êtes vlogueur peut-être, les gens se disent autant prendre un 5D Mark IV parce que le 5D Mark IV vaut la même chose, mais il me semble même qu'il est moins cher. C'est un vrai full frame mirrorless qui pour certains est mieux et qui du coup fera des meilleures photos en réalité. Donc ouais, enfin qui fera des aussi bonnes photos en réalité. Donc ouais, c'est un peu le débat là-dessus. Évidemment, après, Canon est Canon. Il faut savoir une chose, c'est que Canon fait des appareils un peu pour eux-mêmes. Et si ça vous convient, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est à peu près ça, franchement. Donc ouais, on passe à des news un petit peu hardware. Enfin, vous allez me dire. Il y a eu beaucoup de leaks sur les Z190, Z390 de chez Intel. Ça fait des mois en réalité qu'on a pas mal de leaks là-dessus. On n'a toujours pas vraiment de date de sortie, mais on a pas mal d'images de toutes les cartes mères. En général, quand les cartes mères commencent à leaker autant, c'est qu'on se rapproche de la sortie. J'étais plutôt intéressé, par exemple, ça c'est la Maximus 6, je crois, non, 11 même, carrément. Ah oui, la vache, ils en sont à ce point-là. Je me souviens de l'époque où c'était la Maximus 3, c'était le bon vieux temps. Non, pas vraiment. C'était beaucoup moins classe, on va dire. C'était très rouge à cette époque-là. Et les cartes mères n'étaient pas noires, genre classe, elles étaient genre d'une certaine couleur, qui n'était pas forcément très classe. Du coup, magnifique carte mère, moi je trouve. Ça c'est plutôt intéressant, c'est un slot. Ils l'ont aussi sur celle-là, vous voyez. Non, pas sur celle-là. C'est un slot tout simplement M.2. On le voit ici, voilà, DIMM M.2. Ça ressemble à un slot de RAM, mais en fait c'est un truc que vous slottez, vous mettez 2 SSD dessus. Mais là, ils ont carrément un radiateur qui est plutôt classe. Par contre, pourrais-je me permettre de me plaindre un petit peu? Asus, qu'est-ce que c'est que ce design de refroidissement des VRM? C'est devenu un peu la polémique ces derniers temps qu'en fait les VRM sont assez mal refroidis sur les cartes mères au point même que vous retirez le refroidissement et vous avez limite des meilleures performances parce que du coup l'air peut passer dessus et refroidir correctement. Donc ouais, il y a pas mal de polémiques là-dessus et ils continuent de faire ces designs qui ils sont très beaux, hein, il n'y a aucun problème, mais
c'est juste un bout d'aluminium, vous voyez? C'est juste... Ça manque d'un vrai radiateur, en gros. Et vous avez seulement vraiment Gigabyte, on le voit un petit peu... Ah bah même Gigabyte a succombé. Gigabyte, what the fuck? Ah, je vous jure. Gigabyte a aussi pas mal de polémiques avec ses VRM, comme quoi ils ont fait des VRM un petit peu légers pour économiser ou je ne sais quoi. Mais bon, ouais, là ils en utilisent... Ouais, il n'y en a aucun qui est vraiment genre... Ah, c'est dommage, c'est dommage. Vraiment dommage. Mais bon, il y a des belles cartes mères là-dedans qu'on peut voir. Les cartes mères MSI aussi sont plutôt classe. Ouais, franchement. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du mini TX, du micro ATX et tout ça. Mais bon, comme je disais, comme la sortie, enfin comme on voit ça, il y a de fortes chances que la sortie soit proche. Ouh, elle est bien la Taichi. Les Taichi de chez ASRock sont vraiment bonnes apparemment de ce que j'ai pu voir par le passé, surtout si vous êtes sous Linux. Donc ouais, elles sont vraiment pas mal. Et moi, il y a une qui m'intéresse un petit peu, si je peux me permettre de donner mes préférences. Celle que j'ai vraiment trouvé le plus sexy, voilà, celle-là. Ah, c'est là, celle-là à gauche, là. C'est la Maximus 11, mais genre Formula ou Code. Alors ça, c'est la Formula et ça, c'est la Code, ok. Mais ce que j'aime bien, c'est elle a du argenté. Et en plus, elle a des trucs pour du refroidissement liquide. Vous voyez là, il y a deux trucs où vous mettez un embout et hop, refroidissement liquide déjà intégré à la carte mère. Ça, c'est plutôt cool. Et c'est fait par Ikea, apparemment. On voit le logo Ikea. Ouais, ça, j'aimerais limite beaucoup. Mais bon, on verra bien. Peut-être pour une prochaine upgrade. Comme j'ai déjà dit, moi, je cherche plutôt ce qui est le plus intéressant à mon budget. Bon, évidemment, il y a la question de justement du nouveau Core i7, enfin du Core i9 9900K de Intel qui sortira sur ces cartes mères, qui sera le point d'intérêt principal de ces cartes mères, parce que littéralement, c'est pour ça que les gens achèteront ces cartes mères, selon moi. Ça sert à rien de prendre ces Z390 pour mettre un Core i7 normal, ça sert vraiment à rien. Donc il y a beaucoup de gens qui vraiment, à mon avis, sont intéressés par ce processeur. Personnellement, je suis un peu intéressé parce que c'est un processeur Weaker Intel qui a une très bonne fréquence et qui a toujours le GPU intégré. Pourquoi le GPU intégré? Parce que, par exemple, Premiere, qui est mon logiciel de montage que j'utilise, utilise maintenant les GPU Intel et ça accélère vraiment le rendu. Donc ça utilise même le GPU AMD, ou enfin non, surtout Nvidia en fait. Ça utilise le GPU Nvidia et aussi maintenant le Intel en plus du processeur pour accélérer le rendu au maximum. Et apparemment, le gain de performance est non négligeable, vraiment non négligeable. Donc personnellement, je serais très intéressé justement de peut-être passer sur un système pareil parce que ça me permettrait d'avoir des meilleures performances. Même si je le dis clairement, mon processeur Intel AMD se débrouille très très bien, j'en suis très satisfait. C'est juste, quand vous êtes dans mon stade où c'est ma profession d'utiliser mon PC pour faire des vidéos et tout ça, juste si je peux upgrade, avoir un peu plus de performance, ben, c'est toujours ça. Donc ouais. Et là, j'aurais vraiment l'avantage avec ça. Donc ouais, peut-être une upgrade, on verra bien. Bon, pas tout de suite, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Peut-être l'année prochaine avec les RTX 2080 Ti, et puis ce magnifique Core i9, et puis voilà, je serai tranquille jusqu'à l'année prochaine où j'upgraderai encore. Peut-être on reviendra à AMD avec la sortie de leur processeur. Qui sait? Je ne sais pas, on verra bien. Il y avait du coup une news très intéressante chez Cocotelant par rapport à ça. C'est au niveau des prix, notamment des cartes graphiques. Alors, par exemple, comme je disais, il y a le gros débat du prix de ce Core i7. Pourquoi? Parce que Intel a des problèmes de supply, d'approvisionnement en ce moment, qui fait que le prix augmente. Alors, ils ont dénié en disant qu'ils n'avaient pas vraiment de problème à livrer des processeurs, mais bon, ils ont réellement des problèmes parce que le prix augmente, ou alors ils s'amusent juste à augmenter le prix. Donc, par exemple, le Core i7 8700K a dépassé la barre des 500 € chez certains vendeurs. Chez Top Achat, je crois qu'il est à 499, donc il est juste en dessous, un tad en dessous. Donc ouais, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, parce que si le Core i7 Seeker actuel est déjà à 500 €, imaginez le prix de ce Weaker. Et au point même qu'on se dira, mais quel est l'intérêt? Juste, quel est l'intérêt? Ok, il sera meilleur le Ryzen 7 2700X, mais le Ryzen 7 2700X, vous pouvez le trouver pour 330 €. Et là, s'il sort à plus de 500 €, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Et le problème avec Intel, c'est que ils ont des bons produits. Mais le truc, c'est qu'ils ne veulent pas planter. C'est ça que je ne comprends pas avec eux. Oh, il y a un tweet de Dinnerbone. C'est ça que je ne comprends pas avec eux, c'est que s'ils le voulaient, ils sortent juste leur Core i7 au même prix qu'AMD et ils font une vraie concurrence à AMD. Mais ils ne le font pas. Ils vendent plus cher.
Et c'est juste incompréhensible. Ils continuent en fait de faire leur vieille technique de on essaie de récupérer un maximum d'argent possible. Et ça va leur coûter cher selon moi. Parce que pendant ce temps-là, t'as AMD qui est en train de courir avec le marché en mode oh, on va récupérer toutes les ventes et tout ça. Le seul truc vraiment que AMD a un peu plus de mal à pénétrer, c'est le marché professionnel. Mais une fois qu'ils vont commencer à rentrer là-dedans, je vous le dis, Intel va un petit peu suer, même beaucoup suer. Je pense qu'ils vont un peu le regretter de ne pas avoir été un petit peu plus agressif et d'avoir un peu fait trop hey, on va se faire un maximum d'argent. Pourquoi ils se font ça aussi d'ailleurs? C'est un peu, selon moi, un problème des compagnies publiques. C'est que quand vous avez habitué vos investisseurs à des énormes profits parce que vous dominiez le marché, comme Intel, d'un coup casser les prix pour concurrencer AMD, au final, ça vous fera pas gagner plus d'argent. Parce que oui, vous allez vendre plus de processeurs, parce qu'il est moins cher, mais au final, ça va s'équilibrer parce que si vous en aviez vendu moins, vous l'auriez vendu plus cher. Donc, pour les investisseurs, c'est pas intéressant. Mais d'un point de vue long terme, c'est très intéressant. Et là, selon moi, Intel est en train de perdre le jeu parce qu'ils essayent de continuer de satisfaire les investisseurs. Donc, ma foi, tant pis pour eux. Moi, je suis pour un marché, comme j'ai dit, équilibré. Si AMD arrive... Moi, ce que je veux, c'est que le marché des processeurs sur PC, ce soit ça. 50% Intel, 50% AMD, concurrence parfaite. Chaque génération, ils se foutent vraiment ils se foutent vraiment des coups de poing et ça, il y a de la concurrence et nous, on en profite. Et là, Intel est littéralement en train d'aider AMD à faire ça. Donc ouais, merci Intel. Du coup, comme je disais, il y avait cette news au niveau des prix. Alors, Cocoteland, c'est un site que j'aime beaucoup. D'ailleurs, alors j'utilise Adblock sur ce navigateur, mais c'est pour éviter d'avoir des pubs pendant que je fais une vidéo Texama, parce que ce n'est pas très propre d'avoir une pub pour je ne sais quel produit. Mais je tiens vraiment à dire que je soutiens ce site. J'aime beaucoup, quoi qu'il arrive, ce site. Et ils ont fait récemment, et j'avais jamais vu qu'ils faisaient ça, mais ils font des résumés des prix, de l'évolution des prix. Donc là, par exemple, vous avez les prix pour le mois de août, je crois. Et puis là, c'est la fin du mois de septembre, et on voit la variation des prix des cartes graphiques. Ils ont fait ça aussi pour les processeurs et tout ça. Et c'est plutôt intéressant. Donc on voit notamment qu'il y a certaines cartes graphiques, et c'est un site français, donc c'est en euros, hein. Et du coup, on voit que certaines cartes graphiques sont en train de réaugmenter, alors que voilà quelques temps, elles avaient diminué. Par exemple, la GTX 1070, elle avait diminué à 359 €. C'était vraiment bon, ça. C'était son prix qu'elle devait être depuis des mois et même des années limite. Donc ouais, mais elle a remonté à 389, donc c'est un petit peu dommage. Les GTX 1070 Ti, elles ont un peu baissé aussi. Vous avez 1080 qui sont un peu diminuées, qui ont réaugmenté. C'est bizarre, mais compréhensible. Alors pourquoi c'est bizarre? Parce que vous avez les nouvelles cartes graphiques Nvidia qui sont sorties. Donc normalement le prix devrait diminuer. Mais c'est normal aussi parce que les nouvelles cartes graphiques qui sont sorties sont vraiment chères. Du coup, je pense que le marché, ou plutôt les vendeurs, se disaient « Ah, ben, on va les vendre pour autant, et du coup, il faut baisser le prix et vider les stocks. » Et là, ils sont en mode « Oh, finalement, on va peut-être en garder en stock parce qu'il y a toujours un intérêt à acheter une 1080, même maintenant, parce qu'elles sont trop chères, les 2080. » Donc ouais, je pense que c'est globalement pour ça. Et aussi, comme beaucoup de gens en ont acheté, peut-être qu'elles sont devenues un peu encore plus populaires ces derniers temps, et que du coup, ben, ils se disent hey, « on va se faire un peu d'argent. » En augmentant un petit peu le prix. Ou justement, il y a eu moins de stock, et du coup, ça a augmenté le prix automatiquement. Enfin bref, dans tous les cas... ah oui, il y a même les RTX 2080. Bon là, ils ont mis ça en fait, mais c'est le prix surtout. C'est pour indiquer que même au prix le plus bas, elle est plus chère que son prix annoncé. Même chose avec la 2080 Ti d'ailleurs. Et la GTX, pendant ce temps-là, la 1080 Ti, elle est toujours moins chère, elle est à 729 € apparemment, donc ouais. Ouais, mais on verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, j'espère que ça diminuera le marché du GPU parce que ces derniers temps, autant acheter un processeur ces derniers temps, ça n'a jamais été aussi peu cher. Vraiment, genre vous pouvez avoir un très bon processeur pour 100 €, alors que voilà quelques années, il fallait mettre 180 €. Et là, genre, maintenant les cartes graphiques sont juste à chier à côté. C'est très embêtant, très embêtant. AMD, par pitié, vous pouvez pas sortir des bonnes cartes graphiques pour qu'on ait un petit peu de concurrence. Ça ferait pas de mal. Et enfin, une petite dernière news au niveau de l'espace, space, littéralement. C'est au niveau de Blue Origin et Jeff Bezos. Donc, si vous ne savez pas, Jeff Bezos a fait sa propre compagnie de roquettes. Donc, c'est très populaire au niveau des milliardaires de faire sa propre compagnie de
spatial, de lancer des roquettes. Hein. C'est un peu, c'est leur crise de la quarantaine, vous voyez. Et du coup, j'en avais déjà parlé par le passé, mais le jeu un petit peu de Blue Origin, et que beaucoup de gens se mettent d'accord là-dessus, c'est qu'il joue sur le long terme. Parce que Jeff Bezos, actuellement, est extrêmement riche. C'est l'homme le plus riche au monde, actuellement. Donc, voilà. Et du coup, il s'en fiche. Et mettre 1 milliard pour une nouvelle fusée? No problemo. Même Elon Musk, qui a beaucoup d'argent, 1 milliard, ça fait quand même beaucoup pour lui. Surtout qu'il a payé une amende de 20 millions. Donc, enfin bref. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont commencer à vendre leur moteur. Et leur nouveau moteur, d'ailleurs, qui est... je ne sais plus exactement, le BE4, qui est un moteur qui utilise du méthane. Donc le méthane, c'est ce que vous avez dans vos pets. Donc voilà, quand vous pétez, vous pourriez alimenter une fusée. Donc pensez-y maintenant, à chaque fois que vous pétez, ça pourrait partir dans une fusée et aller jusque dans l'espace. Est-ce que c'est pas beau comme ça? Ah, non, ils n'utilisent pas ce méthane-là, ok? Ils utilisent du méthane qui vient de la décomposition, bien souvent, des choses, ou tout simplement, ils le fabriquent. On peut le fabriquer, évidemment, parce que en laissant justement des trucs décomposés. Vous pouvez le faire avec des algues, par exemple. Vous pouvez en récupérer pas mal avec les vaches, parce que les vaches produisent énormément de méthane. D'ailleurs, le méthane est un gaz à effet de serre, pour information, donc voilà. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec le méthane? Alors, déjà, un truc intéressant, selon moi, c'est qu'il n'est pas si compliqué à fabriquer. Et genre, vous pouvez le fabriquer à plein d'endroits, en fait. Vraiment, genre, c'est facile de le fabriquer. Le méthane aussi est plus dense que, d'un point de vue énergie, que vous pouvez vraiment mettre dans un seul endroit, est plus dense que l'hydrogène. Donc, ça veut dire que si vous avez une cuve d'hydrogène, une cuve de méthane, vous pourrez mettre plus d'énergie, potentiel énergétique, avec la cuve de méthane, parce qu'il y a juste plus d'énergie dedans. Parce qu'il se compresse mieux. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça veut dire que sans augmenter la taille de votre fusée, vous augmentez sa portée, sa puissance et tout ça. Bon, évidemment, comme c'est un peu plus compressé, c'est un peu plus lourd aussi, hein, il faut en tenir compte. Et puis, le méthane avait aussi un meilleur impulse que le AR1. Non, pas le AR1, quel est déjà le nom de ce carburant? C'est une sorte de kérosène modifié, qui est utilisé d'ailleurs dans la Falcon 9 et beaucoup de fusées. Le RP1, voilà, le RP1. C'est une sorte de kérosène modifié qui est très toxique d'ailleurs, faut tenir compte. Et du coup, apparemment, il a un meilleur specific impulse que le RP1. Je ne pourrais pas vous expliquer. Je sais à peu près ce que c'est, mais je ne pourrais pas vous expliquer. Je vais éviter parce que je vais me ridiculiser. Mais dans tous les cas, c'est une bonne chose, très bonne chose. Du coup, ce BE4... ce moteur BE4 est très intéressant. Déjà, il a plus de puissance, il est 25% plus puissant que les moteurs de la fusée, de la navette spatiale, voilà. Donc la navette spatiale utilisait déjà des moteurs vraiment intéressants. Donc pour info, si vous ne vous souvenez pas, la navette spatiale américaine avait 2 boosters sur le côté, qui étaient des solid boosters, donc c'est utilisé du carburant solide. Donc ça, c'était vraiment ce qui donnait le plus de puissance d'ailleurs justement à la navette. Mais aussi, il avait une énorme réserve de carburant qui était le gros truc orange, hein, si vous vous souvenez. C'était pas un booster, c'était juste une énorme réserve de carburant et les moteurs étaient sur la navette directement. Et ils étaient plutôt puissants. Et là, 25% plus puissant, ça utilise un meilleur fuel et tout ça. Enfin, c'est du très bon moteur en fait. Donc apparemment ça va partir sur une fusée Vulcan. Ça j'avais pas vu forcément. J'avais déjà vu plein de fois qu'ils voulaient le vendre, mais ouais, c'est très intéressant. Vous avez tout ce dossier là si vous voulez lire. Bon, c'est en anglais évidemment, mais honnêtement ouais. Je le dis, hein, mais Blue Origin ils jouent vraiment le long game parce que là ils ont un excellent moteur, vraiment excellent. Le moteur c'est la base d'une fusée. Une fois que vous avez le moteur, franchement, designer le reste, ça va prendre du temps, mais vous y arriverez. Du coup, moi je trouve ça très intéressant. C'est aussi le moteur qu'ils utiliseront dans le New Glenn. Le New Glenn, c'est la fusée de justement Blue Origin qu'ils auront plus tard, pour information. Donc ce sera une fusée qui pourra aller en orbite, hein, tout simplement, parce que leur fusée actuelle permet juste d'aller à la bordure de l'espace. Celle-là pour aller en orbite. Et puis après, ils auront le New Armstrong qui pourra aller carrément aller sur la Lune. Et ça utilisera certainement aussi ces moteurs-là. Donc ouais. Moi je vous le dis, hein, SpaceX fait des progrès, mais d'ici 10 ans, si ça continue l'effet boule de neige de Blue Origin, on devrait avoir une sacrée concurrence. Ce qui est bon, c'est génial. Donc ouais, dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce Texama Show cette semaine-ci. J'espère que vous avez bien apprécié.
N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine, pour la semaine prochaine en fait. Je tiens à préciser que je vais partir quand même pendant une semaine quelque part, je ne peux pas vraiment le dire. Donc il y aura peut-être un peu de retard sur un Texama Show dans 2 semaines. Donc voilà, je tiens à le préciser. Mais vous avez quand même des vidéos que je fais à l'avance et tout ça. Et puis aussi, vous aurez certainement une vidéo sur mon nouveau joujou que j'ai acheté. Donc voilà. Merci à tous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.